Chers amis, bonjour. Je suis Karel Verheycken, un des animateurs de la radio Solidarité et Progrès que nous avons, à la demande générale de nos sympathisants, décidé de relancer. Permettez-moi d'abord de remercier tous ceux parmi vous qui nous ont envoyé des chèques, qui ont fait des dons, qui ont augmenté leur virement mensuel, et également tous ceux qui, très bientôt, vont décider de le faire. Vous avez peut-être constaté que nous n'avons pas publié de journal Nouvelle Solidarité au mois de décembre. Nous comptons reprendre notre journal qui sortira la semaine prochaine. Avant de revenir sur ce qui se passe en France, l'événement du jour, bien sûr, l'énorme scandale ou pseudo-scandale qui éclate aux États-Unis et qui aura des répercussions au niveau mondial. À l'heure où je parle, parce qu'on est mercredi soir, Donald Trump est en train de faire une conférence de presse pour clarifier et pour balayer toutes les accusations qui sont lancées contre lui. Alors, pour ceux qui ont toujours dit que Chuminade et M. Larouche avaient une obsession sur le complot britannique international, aujourd'hui, vous découvrez qu'à l'origine de tout ce qui déstabilise aujourd'hui le président élu Donald Trump, c'est un agent, ancien agent du renseignement britannique, qui, comme Tony Blair avait nourri la guerre du Golfe à son époque, aujourd'hui, ces agences britanniques sont en train d'alimenter les scandales aux États-Unis pour créer une situation où Trump, si on l'aime ou si on ne l'aime pas, ne puisse jamais s'engager ni avec la Russie, ni avec la Chine, dans une vraie entente, dans un vrai dialogue, qui pourtant la base même pour la solution et la résolution de 80% des problèmes et des conflits dans le monde. S'il n'y a pas une entente entre les États-Unis et la Russie et d'autres pays des BRICS, le problème du terrorisme sera insoluble. S'il n'y a pas une entente entre ces grandes puissances avec l'Europe, le conflit au Proche-Orient on ne pourra pas le résoudre. La crise financière et économique mondiale, idem. Donc, comme le dénonce par exemple l'ancien analyste de la CIA Ray McGovern, toute cette affaire est un montage et vise de créer des divisions et des conflits artificiels dans le monde, permettant à tout un lobby de l'argent et de l'armement, et c'est absolument énorme aux États-Unis, c'est dans l'ordre de 600 à 800 milliards de dollars par an. Ces gens-là ont besoin de conflits pour continuer de vendre et de produire des armes dont la production cesserait s'il y a une entente au niveau international dans le sens que nous défendons. Alors, le dossier est absolument ridicule, donc je l'ai ici. Pouvez-vous le trouver sur Feedboss. C'est un dossier de 35 pages où on dit quasiment que Trump est presque un agent soviétique ou russe, c'est-à-dire, on dit il a été, depuis des années, il a été à Moscou, dans des hôtels, il y a eu des orgies, tout a été filmé et enregistré, et maintenant, il est soumis à un chantage terrible du grand Satan, qui est évidemment M. Poutine. Alors, c'est tellement énorme, c'est comme à l'époque de Goebbels, plus que c'est grand, plus que les gens tentent d'y croire. En même temps, le Washington Post d'hier a carrément lancé un appel à la destitution de Trump. Si vous allez sur Twitter, vous avez beaucoup de gens qui commencent à parler que le jour de l'inauguration de Trump sera en même temps le jour de sa destitution. Alors, comme par hasard, et vous allez mieux comprendre pourquoi le scandale arrive maintenant, déjà, donc, immédiatement suite à la défaite de Mme Clinton, il y a des gens là-bas qui n'ont pas du tout accepté d'avoir perdu ces élections. Et comme on dit, quand tu dois quitter l'oasis, on poisonne le puits. Donc ils sont en train de tout faire pour rendre la vie impossible à M. Trump. Alors, c'est dans 9 jours, donc c'est le 20 janvier, il y aura donc l'investiture. Vous aurez littéralement des milliers, des centaines de milliers de gens, des manifestants anti-Trump dans la rue. Alors, ça c'est un article qui date du 1er janvier, où on annonçait déjà donc qu'il y aurait des milliers de gens dans la rue. On dénonce notamment
et d'où cette connotation de scandale sexuel et du sexisme, la focalisation sur le sexisme de Trump, puisqu'il y aura aussi le lendemain, le 21 janvier, une marche d'1 million de femmes qui sont appelées à manifester pour dénoncer Trump pour son sexisme. Donc le scandale qui éclate, lancé par les Britanniques, évidemment ne peut qu'alimenter toute cette contestation et cette division à l'intérieur des États-Unis, où les élites sont complètement divisées entre ceux qui veulent, avec les néoconservateurs, avec Obama, avec Hillary Clinton, continuer dans un affrontement direct et immédiat avec la Russie, avec la Syrie et d'autres, et ceux qui disent il faut peut-être se calmer 2 minutes et commencer d'abord à construire l'économie américaine avant de continuer à avoir la prétention de vouloir dominer la Terre tout entière. Donc, vous avez plusieurs articles qui disent la destitution, comme on l'avait tenté de faire contre Bill Clinton, lui aussi donc accusé des frasques sexuelles. Aujourd'hui, vous avez donc plusieurs personnes qui ont déjà prévu, comme Alan Lichtman, qui est un professeur en sciences politiques, qui avait prévu que Trump serait élu, mais rapidement destitué. Évidemment, pour destituer un président, il faut soit les 2/3 du Congrès, Sénat et la Chambre, ou sinon il faut invoquer le 25e amendement, c'est-à-dire que le vice-président peut réunir les plus hauts responsables politiques et procéder à l'éviction d'un président. Donc c'est juste, on ne sait pas, on est dans une situation où tout est possible. Aussi bien Obama que Trump peuvent, y compris, être assassinés dans un cadre de déstabilisation générale. Tout cela, je n'ai pas une boule en cristal, je ne peux pas le prévoir, mais ce sont des options qui existent par des gens qui veulent, dans le chaos, créer le chaos et la confusion, et dans ce chaos, garder le pouvoir en haut du sommet. Évidemment, dans ce monde-là, la France, faute d'un vrai président, est cruellement absent. Donc, c'est à nous, c'est à vous, c'est à nous, ensemble, de construire la candidature de Jacques Cheminade. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, comme le Figaro l'affirme, parce que pour une fois, elle dit quelque chose de juste, nous avons dépassé les 400 engagements signés, qui sont des engagements sur l'honneur des maires, pour signer le moment venu donc, le parrainage officiel pour Jacques Cheminade. Donc il en manque une petite centaine. Alors on nous a interrogés, on m'a interrogé, quel est votre secret? Comment est-ce que vous êtes capable, alors que tout le monde a beaucoup de mal, comment est-ce que Cheminade réussit cela? Alors, déjà, si vous voulez, il y a simplement déjà tout un travail. Bien sûr, il faut avoir les idées, il faut avoir les vraies solutions à la crise, parce que les gens sont secoués par la crise qui leur tombe dessus. Après, il y a un vrai travail de terrain de Jacques Cheminade et ses militants. Nous avons depuis 1 an effectué plus de 1300 rendez-vous. Nous avons contacté les élus, on les a rencontrés, on les a écoutés, on s'est échangé. Ce sont des discussions parfois d'1 heure, d'1 heure et demie, de 2 heures. Donc si vous calculez tout cela, ça fait au moins 3000 heures de travail et d'intervention politique. Ce n'est pas simplement parce qu'on a demandé une signature qu'elle tombe dans notre panier. C'est un travail de recrutement, de créer un vrai mouvement d'idées et de recruter les gens à cette bataille. Alors, on va remonter le tempo très rapidement. Donc, d'abord, on prévoit de publier un 2e volume. Vous avez probablement acheté déjà le 1er volume, les 50 éditoriaux de Jacques Cheminade de 1995 à 2012. Donc, nous préparons un 2e volume pour 2012 à 2016. Ce sera 64 éditoriaux. Donc ça, c'est un livre que nous espérons publier très rapidement. Et tous vos dons pour ce livre seront les bienvenus. Ensuite, Jacques Cheminade est en train d'élaborer donc une mise à jour de son programme et de le compléter par différents aspects. Alors, ce qui tient à préciser, donc j'ai ici quelques pages préalables,
c'est que c'est plus une précision de son intention qu'une liste à l'après-vert de mesurettes ou de chiffres. Il dit, je cite, « Tous ceux qui vous présentent des programmes vous mentent. » Pourquoi ? Parce que tous ceux qui présentent des programmes détaillés non seulement vous mentent, mais se comportent de façon infantile, prétendant dominer des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Car dans une histoire qui s'accélère, les enjeux nationaux et internationaux rendent dérisoires les propositions détaillées d'un candidat et ses évaluations statistiques. Prétendre décider en comptabilisant combien cela coûtera et combien cela rapportera revient à faire une campagne de chef de bureau, de ministre ou de parlementaire compétent, non celle d'un chef de l'État dans la tourmente. Parce que, et c'est très très choquant quand vous voyez la plupart des candidats, effectivement, ce sont des ministres ou au mieux des premiers ministres qui font campagne sur un programme de premier ministre et non pas sur un programme de quelqu'un à la tête d'une puissance militaire, spatiale, diplomatique, maritime et économique. Donc ça, si vous voulez, vous aurez ça dans les jours et semaines qui viennent. Cheminade précise, aujourd'hui le peuple tambourine à la porte de nos institutions, il exige une cause et non des paroles et des chiffres. Alors, la trame, bien sûr, de son projet, c'est la dénonciation de ce qu'il appelle l'occupation financière et l'occupation culturelle. Pour l'occupation financière, 2 exemples immédiats. Le premier, c'est STX, où une fois de plus, le gouvernement, sous pression des banques, refuse la nationalisation des STX, alors que c'est eux qui ont produit les Mistral. C'est un savoir-faire énorme que la France, comme on a perdu Alstom, on risque une fois de plus de brader les fleurons de notre industrie, parce que quelques banquiers ou quelques investisseurs décident que ça enverrait un mauvais signe. J'ai pris le temps de regarder comment c'était passé à l'époque de Florange, c'est-à-dire le Haut-Fourneau lorrain. En fait, il y avait un repreneur, en fait, il y avait des gens qui étaient prêts à le faire. Le gouvernement a menti, parce qu'il y a une bande de banquiers, comme la banque Barclays à Paris, qui a dit la France prétend faire des réformes, mais en même temps, si elle fait une nationalisation, ça donnera un mauvais signe aux investisseurs qui vont aller voir ailleurs. Donc voilà ce que nous sommes en train de subir. Et Hollande, à l'époque, avait même convoqué des représentants de ces banques étrangères à l'Élysée pour savoir ce qu'eux voulaient qu'on fasse avec Florange. Donc c'est vraiment une honte. Deuxième exemple d'occupation culturelle, ça m'est venu à l'esprit en lisant donc l'entretien très long cette semaine dans Libération avec Arnaud de Montebourg, qui, comme tout le monde le sait, est un homme qui a plein de choses intéressantes, qui propose plein de choses qui sont pas bêtes. Il est contre l'austérité, il défend l'industrie, il refuse la fermeture de Fessenheim, il veut la formation professionnelle, il veut l'économie du futur avec la robotique, la numérique, etc. Mais alors, quand je dis occupation culturelle, c'est que si vous voyez ensuite un peu les actions, mais ce n'est pas le seul, parce que si vous voyez des Fillon ou même Marine Le Pen, que si vous grattez derrière, vous finissez par des gens qui vont au final vous dire « Oui, mais on va faire un peu tout ça, mais en réalité, quand même, il y a le réchauffement climatique, donc on va décarboner l'économie. Et le moment venu où les économies... donc on va faire la révolution écologique. Parce que, en fait, ils sont en train de parler à plusieurs auditoires à la fois, et ils n'ont pas la force, ni le courage, ni la compréhension qu'il faut bousculer ces axiomes qu'on a mis dans la tête, qui rendent les gens pessimistes. Les gens finissent par croire qu'on est dans un monde fini, avec des ressources limitées, et que l'homme, en fait, est une espèce d'erreur, et peut-être si on avait moins, tout irait mieux. Pour conclure, une dernière caricature de l'occupation financière, c'est que vous avez donc Madame Agnès Verdier-Molinier, qui n'est pas très connue chez le commun des mortels, qui a eu droit à la une donc, du Figaro,
et ça s'appelle « Si j'étais présidente ». Donc vous la voyez dans le salon de l'Élysée. Et elle fait donc, elle dit peu importe qui soit élu, voilà ce qu'il doit faire. C'est les réformes. Donc il faut mettre des comptables à la tête de nos hôpitaux. Donc là aujourd'hui vous avez l'épidémie de la grippe qui est justement le résultat de ce genre de politique, d'une vision purement comptable de la santé qui nous détruit. Elle dit bien sûr tous les fonctionnaires qu'il faut licencier. Il y a une colonne de M. Fillon qui dit non, c'est pas du dogmatisme, c'est du bon sens. Et surtout, alors, ça m'a vraiment choqué, parce que ça dit tout. Parce qu'évidemment, c'est la fondation pour la réforme de l'IFRAP. C'est la fondation pour la réforme. C'est un institut donc, qui fait des études. C'est l'Institut français de recherche sur les administrations publiques, qui est financé totalement avec de l'argent privé pour passer sa vie à démontrer que tout ce qui est fait par le public, c'est totalement nul, que ça ne marche pas, et que si on privatisait tout, bah, tout irait mieux, et tout ce que le privé fera sera forcément mieux que le public. Alors, elle dit, il ne faut pas compter, il dit, tout le système est pensé pour préserver les intérêts particuliers avant l'intérêt général. Bon, ça c'est son interprétation de l'intérêt général, qui est la sienne. Elle dit, c'est donc à la société civile, à vous, à nous, à moi, chacun à sa place, de faire pression pour faire basculer le front anti-réforme qui est constitué par les agents publics, par les syndicats et les élus de notre démocratie. Donc c'est quasiment un appel à un coup d'État, c'est-à-dire il dit voilà, tous ces élus, c'est les élus qui empêchent la France d'être réformée. Donc ça c'est un autre exemple de cette occupation financière qui s'étend et qu'il va falloir combattre. Alors, ça, c'est l'autre chose, donc je conclus avec ça, c'est que Jacques Cheminade montre dans son programme, il note, il a bien vu qu'il n'y a aucun des candidats, qu'ils soient de gauche ou de droite, que ce soit Mélenchon, Marine Le Pen ou Montebourg, qui sont pour l'euro, contre l'euro, pour rester dans l'Europe, pour surveiller l'Europe, personne veut remettre en cause tout le système des dettes et des dettes qui sont impayables. Donc, à la limite, on veut sortir de l'euro comme Marine Le Pen, pour payer un peu plus vite les dettes. Ou sinon, on va rester dedans, comme Fillon, et on va se couper les pieds pour payer les dettes. Et donc, cette axiomatique d'un monde monétariste où l'argent est la chose qui définit le cours, c'est-à-dire le passé, la dette définit le futur, elle reste en fait au cœur du problème que nous devons absolument bouleverser et ramener la vie et une vision du futur dans cela. Donc rejoignez-nous, ce n'est pas le moment de déprimer, c'est le moment d'aller au combat, nous sommes en guerre, ce n'est pas le moment de collaborer, c'est le moment de résister. Bienvenue dans la résistance.